Bonsoir, le promoteur Christian Pellerin est inculpé de complicité d'abus de biens sociaux. La vente de Glyphanan est suspendue par le ministère de la Santé. Ce médicament provoque trop d'allergies. En Algérie, la relation se durcit entre l'armée et le fils. Des dizaines de militants islamistes arrêtés. Enfin, une nouvelle étoile apparaît dans le monde de la chanson. Son nom, c'est un prénom, Juliette. Voilà le menu hétéroclite de ce 19-20. Mais en guise de hors-d'œuvre, une bonne nouvelle pour l'équipe de France de football. Le tirage au sort du championnat d'Europe, qui aura lieu en juin 92 en Suède, lui a été favorable. Elle échappe à la Hollande et à l'Allemagne, mais dans un premier temps seulement, Jean-Philippe Guillain. Jean-Pierre Papin peut sourire, il a évité de rencontrer avant une demi-finale éventuelle les Néerlandais champions d'Europe et les Allemands champions du monde. Dans le groupe 1, la France affrontera la Suède, la Yougoslavie et l'Angleterre. Les Suédois, en jaune, auront l'avantage de jouer devant un public tout acquis à leur cause. La Yougoslavie, dont la participation est restée longtemps incertaine, présentera une formation uniquement composée de joueurs serbes, avec, à la pointe de l'attaque, les deux flèches de l'Étoile rouge de Belgrade, Pančev et Savicevic. Enfin, les Anglais en blanc constituent l'adversaire le plus sérieux pour la première place de ce groupe 1. Demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde, la sélection anglaise n'a perdu qu'un seul match en phase qualificative. Le groupe 2 sera dominé par la lutte Allemagne-Pays-Bas, l'Écosse et l'ex-URSS, jouant plutôt un rôle d'arbitre. Les deux premiers de chaque groupe se rencontreront lors des demi-finales croisées. La finale se jouera le 26 juin à Göteborg. Et le premier match opposera le 10 juin la France à la Suède. Christian Pellerin, le promoteur immobilier inculpé de complicité d'abus de biens sociaux, se tait. Mais son avocat parle pour lui. Maître Burguburu affirme que son client a été victime d'une machination. Contrairement aux autres inculpés de cette affaire, le PDG de la Sarri reste, lui, en liberté. Mais le juge poursuit son enquête et la pousse jusqu'aux moindres ramifications. 2 autres salariés de cabinets immobiliers ont été inculpés aujourd'hui. Isabelle Thomas. Mercredi, la PJ de Nanterre emmène Christian Pellerin de son bureau de la Sarri pour l'interroger quant à la transaction de la tour BP de la Défense. Il passera 2 nuits en garde à vue avant que ce matin, le juge de la Haye ne le convoque au parquet pour lui signifier son inculpation. Christian Pellerin doit répondre de la complicité d'abus de biens sociaux, de complicité de faux et d'usage de faux. En inculpant Christian Pellerin, le juge frappe au sommet de l'empire de la Sarri. Le magistrat a déjà inculpé et fait écrouer 2 autres promoteurs pour abus de biens sociaux, faux et usage. Le bras droit de Pellerin, Alain Aubert, directeur de la Lucia, filiale du groupe, et Christian Schwartz, auquel il s'est associé pour le rachat et la vente de la tour BP. Ce matin, Yves Roux, l'associé de Schwartz, s'est vu à son tour signifier son inculpation pour les mêmes motifs. 2 autres personnes représentant du cabinet immobilier Feo Hampton sont inculpées de faux en écriture de commerce et usage. La société Lucia de Christian Pellerin nie être intervenue dans les négociations d'achat. Mais le juge souhaite entendre tous les protagonistes de l'affaire. Ce soir, un des avocats de Christian Pellerin espère obtenir rapidement un non-lieu et parle de machination destinée à masquer une affaire plus importante. Précisément, cet avocat tient à préciser que la transaction immobilière qui a provoqué cette inculpation s'est faite dans des conditions habituelles, mais ce sont précisément ces conditions qui intriguent les enquêteurs. Ils ont le sentiment que certains promoteurs les compliquent à souhait, comme pour mieux masquer la provenance et surtout la destination de sommes parfois considérables. Lors d'une transaction immobilière, les possibilités de malversation sont en effet nombreuses. Vers quel secteur s'orientent-elles? Difficile de le savoir. Les commissions illicites sont en effet versées à des sociétés écrans. Cela pourrait être le cas pour la tour BP. Agnès Molitnier et Christophe Héron ont tenté de remonter la filière. D'intermédiaire en société, la tour BP a rapporté beaucoup d'argent. Tout commence en 88, Christian Pellerin et sa société Lucia s'allient à la P2I de Christian Schwartz. Ils créent ensemble une 3e société, la SNC, pour acheter la tour BP. Ils la paient 530 millions de francs. 2 ans après, ils la revendent avec une belle plus-value de 230 millions. De telles pratiques sont courantes à la Défense, mais pour l'ancien responsable de l'Office public d'aménagement, l'EPAD, des dérapages existent. La Défense étant devenue une réussite considérable. Donc la valeur des tours à la Défense est énorme et il ne faut pas se cacher que des promoteurs sont prêts à jouer des coudes pour pouvoir construire à la Défense. Et il arrive que d'autres acteurs fassent pression sur l'EPAD pour lui arracher des droits de construire. Et à ce moment-là, les mécaniques sont certainement moins claires. L'enquête commencée en 90 fait apparaître que 12 millions de francs auraient disparu lors de la vente et que 6 millions de francs auraient été versés à une société, Eurocène, dirigée par la femme d'un policier, lequel s'est suicidé depuis. La pratique des commissions est légale, mais peut être facilement détournée. Vous créez une société écran où vous mettez
pour plus de sécurité des proches du fonctionnaire peu scrupuleux, et puis vous expliquez qu'on est obligé de verser à cette société des fonds dans le cadre d'une étude de marché, parce que vous avez perdu un procès contre elle, parce que vous lui devez une indemnité d'immobilisation sur une promesse de vente que vous n'avez pas respectée. Bref, le génie humain s'emploie à trouver de multiples raisons pour expliquer ces choses. Cette nouvelle affaire risque de porter un nouveau coup à l'immobilier, secteur en difficulté, déjà touché par l'histoire des fausses factures de la Cogedim. La rubrique judiciaire s'alourdit d'une nouvelle inculpation dans ce qui apparaît comme un vaste trafic d'armes entre la France et la Belgique. Le directeur du comité départemental de l'habitat et de l'aménagement rural de la Vendée, Vincent Delanoë, a été inculpé d'association de malfaiteurs. La France, épinglée par Amnesty International, l'organisation humanitaire, estime que la nouvelle législation sur l'entrée et le séjour des étrangers dans notre pays est contraire aux règles du droit international et aux droits de l'homme. C'est une allusion précise à la création par le gouvernement d'une zone de transit, une mesure qui n'a pu passer au Sénat que grâce à l'opposition. Les amis politiques du ministre de l'Intérieur, les socialistes, étaient plutôt réticents. Le texte autorise notamment la rétention prolongée en zone de transit des étrangers ou des demandeurs d'asile pour une période de 30 jours. Il prévoit aussi, et cela ne s'était jamais vu, des sanctions financières contre les compagnies aériennes qui transportent des passagers en situation irrégulière. Charles Sanviti, Jean-Baptiste Prédali. Enjeu de la controverse gouvernement parlementaire socialiste, la création par un article de loi de zones de transit dans les aéroports. Selon le texte, les étrangers en situation irrégulière pourront y être retenus jusqu'à 30 jours avant une éventuelle expulsion. Le débat est devenu public avec une intervention de poids, Daniel Mitterrand. Son association France Liberté monte au créneau contre la loi. Il n'était pas heureux de sortir dans l'urgence absolue ce texte sur les transits sans que nous puissions en parler. Conséquence, hier au Sénat, Philippe Marchand reçoit l'appui du RPR et de l'UDF pour faire voter son texte. Ce n'est pas une collusion, c'est que la majorité sénatoriale, elle, a regardé les réalités. Il y a un problème aujourd'hui pour lutter contre l'immigration clandestine à un moment où nous sentons bien que tant à l'Est qu'au Sud, cette immigration clandestine pose problème, qu'elle pose problème dans le pays. Il fallait y trouver des réponses. Au Sénat, le groupe PS s'est abstenu à cause de l'article qui crée des zones de transit. Nous avons voulu attirer l'attention du gouvernement sur un risque quant à la constitutionnalité de l'article en question. Nous avons un doute. Abstention du PS. En échange, le gouvernement s'est engagé à saisir le Conseil constitutionnel dès mardi. Au sage désormais de clore ce débat. En Algérie, l'armée et le FIS continuent de s'observer dans un face-à-face tendu. Officiellement, le nouveau pouvoir n'a pas appelé à la répression, mais des centaines de militants islamistes ont été arrêtés. Officiellement, le FIS n'a pas appelé à la réaction, mais il se montre vigilant, et cela s'est vu aujourd'hui à Bab el-Oued. Automitrailleuses, canons à eau, les forces de l'ordre ont totalement quadrillé le quartier de Bab el-Oued et celui de Kouba, point particulièrement sensible, les alentours des mosquées où la prière du vendredi s'est finalement passée sans incident. Reportage de nos envoyés spéciaux, Morad Aïtabouche et Christian de Carnet. 13h, à Bab el-Oued, les militants du FIS commencent à arriver à la mosquée Al-Sunna. Le rendez-vous est hebdomadaire, mais cette fois, leur fief est quadrillé. Partout, la police patrouille. À 14h, les CNS, l'équivalent des CRS français, bloquent l'accès à la mosquée. Je n'ai pas peur de l'armée, moi j'ai peur que de Dieu. J'ai peur de personne. Vous savez, on n'a jamais fait de mal. 30 ans de dictature, ça suffit. Cet après-midi, pour la première fois depuis les émeutes de juin dernier, le prêche d'Abdelkader Hacheni a eu lieu sous haute surveillance. D'abord, le président du FIS a annoncé que 500 fidèles avaient été arrêtés. Ensuite, comme d'habitude, il a accusé le pouvoir, un pouvoir jugé anticonstitutionnel qui ne respecte même pas ses propres lois. Mohamed Boudiaf, a-t-il dit, est un président importé. Appelant à la sagesse, Abdelkader Hacheni a demandé à ses troupes de rester patientes. Le prophète Mahomet, a-t-il expliqué, a surmonté d'autres épreuves. Comme lui, nous vaincrons. Si à Bab el-Oued, le calme a régné toute la journée, plus loin, à Kouba, autre bastion intégriste, la tension était extrême. Déploiement militaire impressionnant, l'armée cherche à intimider. Dans ce quartier, comme en juin dernier, certains islamistes se déclarent prêts à toutes les éventualités. Je crois au fils et je suis avec le fils. S'ils vont prendre les armes, je vais prendre les armes. Ici, l'armée très vite nous interdira de filmer. Nous serons arrêtés et relâchés 3 heures après. Nous ne saurons pas s'il y a eu des incidents.
Visiblement, le Front islamique du salut parvient toujours à canaliser l'ardeur de ses troupes. Reste que l'armée est aux aguets, le jeu du chat et de la souris se poursuit donc. Mais depuis hier, les islamistes sont prévenus. Mohamed Boudiaf, le nouveau chef d'État, a indiqué clairement à la télévision « L'islam, la religion, est sacrée en Algérie. Personne ne doit l'utiliser à des fins politiques. » La guerre continue en Yougoslavie, quoi qu'on dise. Un photographe britannique de l'agence EPA a été tué à Osijek. Cette guerre est meurtrière pour notre profession. Une vingtaine de journalistes ont péri dans ce conflit en 1991. L'ex-armée rouge rêve encore à sa puissance perdue. 5000 officiers se sont réunis à Moscou et ont ouvert en public ce qui ne s'était jamais vu, un immense cahier de doléances. Mais le chef d'état-major leur a demandé de résister à toute tentation putschiste. Au même moment, devant le Kremlin, un millier de manifestants pro-communistes et nostalgiques de la puissance militaire soviétique réclamaient avec vigueur le retour à l'ordre ancien. Pierre Babet. Ceux-ci, à l'extérieur, réclament avec force le retour au passé, lorsque l'État et l'armée étaient forts, craints, respectés. Slogan « Staline avait raison ». Ceux-là, à l'intérieur, essaient au contraire de conduire le changement pour ne pas être dépassés. Dans la salle archi-comble, 5000 officiers délégués de toutes les unités. À la tribune, Boris Yeltsin, Nursultan Nazarbayev et le maréchal Shapochnikov, très fermes. Il faut éviter le chaos, voire une tragédie mondiale, mais jamais l'armée n'utilisera ses baïonnettes pour asseoir quiconque sur un trône, je le dis clairement ici. Des prestations de serment comme celle-ci, voilà ce qui cristallise le mécontentement des militaires, déjà très remontés contre leurs conditions matérielles d'existence. La crise avait atteint son paroxysme avec la dispute russo-ukrainienne sur la dévolution de la flotte de la mer Noire. L'Ukraine voulait obliger les marins à prêter serment non plus sur le drapeau de la flotte, mais sur celui de la République d'Ukraine. Les 5000 officiers réunis ce matin se sont séparés. C'est maintenant au tour des chefs d'État de se réunir. En Israël, Yitzhak Shamir, débordé sur sa droite, deux partis ultranationalistes ont quitté la coalition qu'il dirige parce qu'ils s'opposent aux négociations de paix avec les Palestiniens. Cette crise pourrait provoquer des élections législatives anticipées. On vient de l'apprendre, un attentat à la bombe a eu lieu ce soir en Irlande du Nord. D'après la police, il y aurait de 3 à 6 morts. Il n'y a pas de revendication pour le moment. Il arrive que des médicaments fassent plus de mal que de bien. C'est le cas, semble-t-il, du glyphanant qui provoque beaucoup trop d'allergies. Le ministère de la Santé a donc décidé de le suspendre. En fait, il ne s'agit pour le moment que d'une interdiction temporaire. Une interdiction à laquelle le groupe Roussel-Uclaf, qui commercialise le glyphanant, s'est aussitôt plié. Il faut dire que depuis quelques années, les ventes avaient chuté de manière vertigineuse. Jean-Pierre Quinson, Alain Thomas. Depuis plusieurs mois, des soupçons pesaient sur le glyphanant. On savait qu'il pouvait être responsable d'accidents allergiques gravissimes. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il avait été retiré du marché en Belgique. La rareté des accidents avait conduit le ministère français à une surveillance renforcée, mais pas à des mesures d'interdiction. Aujourd'hui, une étude hollandaise met en évidence une plus grande fréquence de ces accidents. Les résultats de cette étude sont contestés, mais en attendant, les autorités françaises préfèrent la prudence. Le ministère de la Santé a pensé qu'il n'était pas normal de faire courir des risques s'il en existait et a préféré suspendre provisoirement à titre conservatoire le produit. Dans l'intervalle, il va y avoir une enquête de notre système national de pharmacovigilance qui va être appelée à se prononcer sur la validité de l'étude hollandaise et sur les critiques qui lui ont été faites. Et le ministère prendra sa décision définitive à l'issue de cet examen. Si vous prenez du glyphanant, le plus simple est de consulter votre médecin qui vous prescrira durant la période d'interdiction un autre antalgique réputé moins dangereux. L'information qui suit s'adresse aux hommes qui ont un poste hiérarchique important dans leur entreprise et qui pourraient se laisser tenter par un abus de pouvoir. Le tribunal correctionnel de Lille a condamné à 3 mois de prison avec sursis et 11 000 francs d'amende un cadre qui s'était intéressé de près à une jeune femme. De trop près, me dit Élise. Nous en sommes au procès. Pendant 4 mois, ce cadre avait en effet harcelé une jeune standardiste de 21 ans. Jamais en revanche, il n'y avait eu de chantage à l'emploi. Ce procès n'était donc pas une affaire exemplaire de harcèlement sexuel. L'avocat de la partie civile l'a pourtant présenté ainsi. De Lille, Marie-Noël Chad et Arnaud Mansir. En premier lieu, je l'ai fait pour moi. Et maintenant, j'espère que ça servira d'exemple aux femmes qui subissent la même chose ou même plus grave. Ça les incite à parler.
D'août à décembre 91, cette jeune standardiste en contrat à durée déterminée, sous prétexte de cours particuliers d'informatique pour une promotion future, a dû subir les avances, gestes à l'appui du directeur commercial de l'entreprise. Sommé de cesser à plusieurs reprises par le père de la jeune fille, il a toujours reconnu les faits, mais n'en a pas moins continué. Le lendemain du vote de la loi, elle a finalement porté plainte, avec l'aide de l'Union des femmes françaises qui s'était constituée partie civile. Mais hier, l'accusé était poursuivi pour attentat à la pudeur avec contrainte, car la nouvelle loi n'est pas encore applicable. J'étais tenue par la qualification pénale des faits, je ne pouvais pas plaider le harcèlement sexuel sous peine de voir ma demande et ma constitution de partie civile rejetée. Mais j'ai quand même indiqué en plaidant qu'il y avait un climat de harcèlement sexuel parce que la loi qui a été votée le 2 décembre dernier parle effectivement de ce type de dossier qui se déroule dans le cadre du lieu de travail des femmes. Je crois qu'on avait déjà le phénomène d'une contrainte d'un supérieur hiérarchique sur une salariée, et je crois que c'est tout à fait caractéristique du harcèlement sexuel. On avait la victime qui était une jeune femme vulnérable, relativement fragile sur le plan psychologique. On avait aussi et surtout une absence totale de consentement dont à mon sens le prévenu ne pouvait pas ignorer qu'il n'existait pas. Sans accabler davantage le cadre indélicat, aujourd'hui licencié pour faute grave, tous les intervenants au procès ont souligné le courage de la plaignante, menacée de mort de façon anonyme. Premier effet de la loi qui restera à compléter par une réelle protection des victimes dans leur statut au travail. On le voit bien, les femmes s'organisent de mieux en mieux pour défendre leurs droits. Elles observent en effet que la loi, aussi juste soit-elle, reste quelquefois insuffisante pour les protéger. Il arrive que cette loi soit sciemment ou non oubliée ou mal appliquée. C'est le cas par exemple pour l'avortement qui fera l'objet demain à la Sorbonne d'états généraux. Une quarantaine d'organisations y participeront et elles veulent avant tout dénoncer la dégradation de l'accès à la contraception. Depuis plusieurs mois, plusieurs pilules ne sont effectivement plus remboursées. Autre sujet de préoccupation, donc l'avortement avec l'apparition des commandos anti-IVG. Le planning familial interviendra bien sûr à ce propos. Nathalie Darigrand, Dominique Duchâteau. Journée de consultation au planning familial. Laurence, enceinte de 7 semaines, vient pour l'entretien social indispensable à toute demande d'interruption volontaire de grossesse. Une formalité, pas question pour elle de discuter sa décision. Il n'y a pas à discuter dans ces cas-là. Dans ces cas où vous ne choisissez pas, où il y a quelque chose d'extérieur qui vous arrive, et puis qui n'est pas prévu. Et puis, de toute façon, ma détermination, elle y était, et que je n'ai pas... les enfants, j'adore les enfants, mais c'était un acte qu'il me fallait réaliser, et qu'il faut que je réalise parce que je n'y suis pas préparée. Laurence entrera en clinique la semaine prochaine. Son cas est simple, presque classique. Les choses se compliquent lorsque les jeunes femmes dépassent le délai légal de 12 semaines. Elles viennent alors au planning chercher de l'aide. Il peut tout arriver en 2 mois en fait. Vous voyez, même moi en 3 mois... le papa est parti et c'est vrai que c'est assez court. On n'a pas le temps de se retourner. Il faut prendre une décision assez rapidement et c'est vrai que c'est difficile. S'il faut partir à l'étranger, je partirai. Vous êtes prête à le faire? Oui. Vous avez l'argent pour le faire? Oui. Marie-Christine et Isabelle partiront donc à Londres, tarif minimum 3 000 francs. Au planning depuis longtemps, on milite pour un allongement du délai de 12 à 15 semaines. Alors nous espérons faire effectivement déplacer un petit peu les délais jusqu'au moins 14 ou 15 semaines. Nous espérons avoir des médecins formés pour accueillir les femmes dans les CIVG. Nous espérons qu'une punition importante s'abattra sur ceux qui empêchent les femmes qui sont dans le cadre de la loi d'avorter. Dernière revendication, le non-remboursement de certaines pilules. Résultat, les permanentes du planning reprennent le flambeau des militantes. Toutes iront demain assister aux états généraux. Dominique Dumas résume d'autres événements couverts par les rédactions de la 3. « 20 ans de réclusion criminelle requis aujourd'hui contre Georges Laugier par la cour d'assises des Alpes de Haute-Provence. Ce berger est accusé en juin 83 de l'enlèvement de Mathieu Aubert, alors âgé de 10 ans. L'avocat général a affirmé que Laugier avait menti pour se forger un alibi. Décision du tribunal dans la soirée. 2 mois de prison ferme pour un lycéen de Marseille, c'est le verdict prononcé aujourd'hui à l'encontre de cet élève d'un établissement professionnel situé au nord de la ville, dans un quartier difficile. En décembre dernier, il avait frappé une enseignante. Le professeur avait dû cesser de travailler pendant une dizaine de jours.
Le nain volant français est en colère. Manuel Wackenheim ne peut honorer son contrat de lancer de nain avec un dancing de Goules-les-Usiers, près de Pontarlier. Une circulaire demande au maire d'éviter ces spectacles jugés dégradants pour la personne humaine. L'avocat de Manu a entamé une action contre la mairie pour entrave à la liberté du travail. Le vieillissement des centrales comme Bugey dans l'Ain est le souci majeur d'EDF. Avec une centaine d'incidents mineurs en 91 pour ses 55 centrales, EDF estime qu'en matière de nucléaire, elle respecte et dispose d'une importante marge de sécurité. Si elle peut mieux faire, Électricité de France rappelle dans son 4e rapport publié aujourd'hui qu'elle se situe parmi les bons exploitants mondiaux. Une nouvelle étoile dans le monde de la chanson, elle n'a qu'un seul prénom, Juliette, mais un très grand talent et peut passer allègrement de Chopin au frère Jacques. Une voix superbe, une solide formation musicale et un tempérament hors du commun. Avec tous ses atouts, Juliette ne pouvait que nous séduire et séduire Paris. C'est chose faite, elle est au théâtre des 10 heures. Thierry Stampfler, Hervé Gutmann. Je suis quelqu'un d'excessivement méchant, violent et d'un caractère entier qui ne souffre aucune contestation. Avis, si vous tenez à la vie, évitez la Yougoslavie. Car ce qu'il faut traverser dans ce pays insensé ne vaut pas un bravo de Sarajevo. Sous les tirs de mortier, morte plus qu'à moitié, je n'ai pas pu me faire de fric à Dubrovnik. Cette aimable bluette, écrite par Pierre Philippe pour nous rappeler que nous vivons une époque formidable où ce sont les chanteurs qui font la paix dans le monde, à moins que ce ne soit l'inverse. Drôle et sarcastique, Juliette l'est assurément, mais son personnage a bien d'autres facettes. Musicienne de talent, elle passe de la chanson réaliste à des parodies hilarantes, tout en dévoilant une vraie sensibilité. Devinez tous vos effets, ici l'empreinte du jasmin parle à la trace de l'œillet là, le soupçon du benjoin. J'ai pas envie de virer dans une espèce de business préfabriqué. D'ailleurs, ça m'étonnerait qu'on me le propose, j'ai pas la gueule de l'emploi. De virer dans un espèce de business pour toucher un large public au prix de mon âme, quoi. Ça prendra 10, 20 ans, 30 ans. J'ai envie de vivre 200 ans, donc je veux dire, ça va, j'ai le temps. Vous donnerez 100 sous pour la bonne aventure, puis vous repartirez vers d'autres impostures. Moi je vous maudirai, vous ne le saurez pas, et Mathéo rira en crachant sur vos pas. J'impose mon personnage et apparemment ça plaît. Voilà, je sais pas quoi demander de plus, à vrai dire. Qu'est-ce qu'il faudrait que je passe chez Sabatier, Foucault peut-être, pourquoi pas. Pour terminer les pronostics de M. Courtine pour le tiercé écarté de Quintet de Vincennes, il vous propose le 9, le 17, le 16, le 4, le 14, le 12, le 18 et le 5. Vous le voyez, le 13 est son joker. Et c'est assez, on vous promet de dévoiler bientôt l'identité de ce fameux monsieur Courtine. Fin de ce 19-20, Marc Hautemin vous donnera d'autres informations à 22h45. Dans quelques secondes, la météo complète de Michel Touré. Bonne soirée sur la 3, bon week-end, à lundi 19h. Bonsoir. Bonsoir. Thank you.